Ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi. Yodeman Christopher est un faux commissaire. Il a été appréhendé par la direction de la sécurité publique et présenté à la presse aujourd'hui. Vous saurez tout sur lui avec Grangacham Irima. Les Saoudjouja de version tir à l'arc sont rentrés hier du Niger. Ils ont participé à la compétition internationale de tir à l'arc de la zone CEMAC CEDEAO. Vous connaîtrez le résultat de leur participation dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel s'est ouverte ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Cette session est placée sous le thème « Comment rendre attractifs les investissements privés au Tchad ». La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Datnadi et bien d'autres invités. Digbo Hubert. Le climat propice des affaires est un facteur déterminant pour une croissance et stabilité économique. Au Tchad, il n'en est pas le cas. Les dernières statistiques du Doing Business, une branche de la Banque mondiale, placent le pays parmi ceux qui ont un climat défavorable aux investissements. Pourtant, les indicateurs au niveau national montrent que la stabilité sociale s'est fait remarquer sur l'échiquier national avec les diverses infrastructures routières, hôtelières et des communications. Ce qui donne donc matière à réflexion au Conseil économique, social et culturel, organe examinateur des questions d'intérêt du Tchad. Le Conseil économique, social et culturel planchera au cours de cette session sur le thème « Comment rendre attractifs les investissements privés au Tchad ». Il s'agit pour les conseillers de la République d'analyser les lois et règlements sur l'investissement au Tchad en vue de déceler les problèmes et autres barrières éventuelles qui entravent les possibilités d'investissement dans les différents secteurs de l'économie nationale. Les résolutions issues de cette session ordinaire de 2 semaines devraient surtout favoriser la promotion des secteurs privés, un aspect sur lequel travaillent inlassablement les opérateurs économiques dans l'intérêt de la jeunesse. C'est notre souhait le plus absolu, parce que plus le climat des affaires sera attractif, plus des étrangers viendront investir. Et s'il y a investissement, le secteur privé pourra donc aider à créer des emplois et générer des richesses. Donc c'est une opportunité pour le Tchad. Les conseillers de la République doivent aussi débattre des manquements qui entravent l'efficacité de leur institution. Une action de communication et d'information est prévue à cet effet auprès des décideurs et du grand public tchadien. À l'Assemblée nationale, la deuxième session extraordinaire est clôturée ce matin. C'est le président de l'Assemblée, Dr Haroun Kabadi, qui a mis un terme aux travaux. Mais quels sont les dossiers qui ont été examinés durant cette deuxième session extraordinaire? La réponse dans ce reportage signé Grangacham Irima. La deuxième session extraordinaire 2013 qui s'achève n'a pas été du tout repos pour les élus du peuple. Les députés ont adopté la loi de finances rectificative de l'année en cours et également pris part à l'organisation d'un atelier de projet de loi organique relative aux lois des finances. La loi portant création d'une commission de la CENI a été aussi adoptée. Dernièrement, les députés se sont également prononcés sur la levée de l'immunité parlementaire de deux de leurs, à savoir Tchindibé Lama et Salih Kebzabo. Une fin de non-recevoir à la justice a été donnée par les députés. Sur le plan sécuritaire, les députés ont donné leur aval pour la participation de l'armée tchadienne au Nord Mali, un accord qui a aujourd'hui participé à la restauration de l'état de droit au Mali. Pour la deuxième session qui s'achève, les députés ont été invités à mettre à profit leur congé pour se rendre dans leur circonscription électorale afin de mieux toucher du doigt les réalités de leurs électeurs. Ils sont conviés à donner une place de choix au système éducatif et à cette période d'hivernage afin que le programme et la politique du chef de l'État en matière du développement du monde rural soient une réalité concrète. Haroun Kabadi invite ses collaborateurs à penser à la modernisation de l'Assemblée nationale afin de mieux répondre aux besoins de la population.
Et puis sachez que je vous donnerai la lecture de quelques décrets à la fin de ce journal. La politique commerciale au Tchad a été au centre d'une discussion ce matin à la Bibliothèque nationale. Cette rencontre, qui a regroupé les experts en matière de commerce, vise à harmoniser les stratégies adoptées par l'OMC en vue de développer le climat d'affaires dans les pays membres. Marale Joséphine. Le Tchad a enregistré des performances dans le domaine macroéconomique. L'Organisation mondiale du commerce lui a donc reconnu ses progrès dans son dernier rapport. Pour être encore plus compétitif dans le monde des affaires, le gouvernement du Tchad a entrepris des démarches visant à harmoniser la politique commerciale. Ceci afin de se conformer aux règles établies par l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le ministre du Commerce et de l'Industrie attend de cette rencontre un traitement professionnel des recommandations formulées par l'Organisation mondiale du commerce à l'endroit du Tchad. Cet examen est effectué pour la deuxième fois pour notre pays à l'OMC, a pour but d'évaluer la conformité de notre politique commerciale avec le système commercial multilatéral. En acceptant l'évaluation de notre politique commerciale, le gouvernement de la République du Tchad marque une fois de plus la volonté de notre pays de promouvoir la transparence en vue de donner un signal fort à nos partenaires et favoriser ainsi une meilleure image du Tchad. La conformité des taxes avec les règles de l'OMC, la simplification des formalités de contrôle aux frontières, l'articulation de la politique avec les dispositions communautaires sont entre autres les recommandations sur lesquelles ces spécialistes doivent se pencher pour sortir le document qui sera validé au cours d'un atelier national. L'Agence nationale des investissements et des exportations ANI a tenu une rencontre de concertation avec les cadres et les techniciens des différents ministères ainsi que les représentants de la Banque mondiale. Cette rencontre est axée sur le secteur d'investissement et le climat des affaires. Service Ngarndjelaï. Cette rencontre de concertation vise à améliorer et assainir le climat des affaires et promouvoir les investissements. Pour le directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations, le Tchad cherche à innover le secteur des investissements et des affaires. Son Excellence le Président de la République, nous et Son Excellence le chef de gouvernement donnent une importance indéniable aux investisseurs directs étrangers et à l'amélioration du climat des affaires. Dans cette optique que l'Agence nationale des investissements et des exportations a été instruite par les chefs de gouvernement afin d'assurer avec les cadres et les techniciens des différents ministères les travaux visant à améliorer le climat des affaires. Au cours de la réunion, les mots qui handicapent le secteur des investissements et des affaires ont été présentés. Après avoir pris connaissance de tout ce qui entrave la bonne marche de ce secteur, les participants ont émis le vœu qu'il faut revoir les textes qui régissent le secteur. Par ailleurs, quelques pistes de solutions ont été données afin d'améliorer le système des investissements et des affaires au Tchad et d'attirer des hommes d'affaires au pays. Un document d'orientation pour améliorer le système éducatif tchadien est en étude depuis ce matin au CEFOD. C'est le ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation qui a initié le document. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de tutelle, Madame Albatoul Zakaria. Reportage Machamne Solange. Dans le souci d'améliorer le système éducatif au Tchad, le ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation veille à la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation CIPEA. Le but de cette rencontre est de parvenir à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et ceux de l'éducation pour tous au Tchad élaboré en 2012. Pour la ministre de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation, la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation constitue une réponse adéquate au diagnostic du système éducatif. Ce diagnostic a révélé que les indicateurs de l'éducation au Tchad sont faibles. Une faible couverture scolaire, un faible taux d'achèvement du cycle primaire, un taux de redoublement élevé, une insuffisance des manuels scolaires, un livre de lecture et de calcul pour 4 élèves,
et un livre de sciences pour 7 élèves. Un ratio élèves-enseignants très élevé, 66 élèves pour un enseignant. Un nombre important de maîtres communautaires, 68% du personnel enseignant du primaire. Des solutions sont alors proposées par la CIPEA pour relever les défis de l'éducation de base pendant la période 2013-2015. À l'issue de cette rencontre, les participants élaboreront un document d'orientation sur le système éducatif tchadien afin de redorer le blason de l'enseignement au Tchad. Le secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique poursuit son programme d'installation des nouveaux gouverneurs des régions. Mohamed Adjingoua a installé hier le gouverneur de la région du Tibesti, Innocent Kilayou. À l'absence du gouverneur sortant, c'est le secrétaire général du département du Tibesti-Est, Yaya Mahamat, qui a remis l'étendard au secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique, Mohamed Adjingoua, qui a fait le déplacement de Bardaï. Le secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique a ensuite installé le général de division Alifa Wedei à sa nouvelle fonction, celle du gouverneur de la région du Tibesti. L'administration étant une continuité, votre nouveau gouverneur va s'atteler à gérer la territoriale en fonction des besoins du moment et promouvoir un développement harmonieux et durable. Officier supérieur de carrière, le général de division Alifa Wedei, qui connaît parfaitement la région de Tibesti, promet de ne pas trahir la confiance placée en lui. La lutte contre le grand banditisme et la fraude sont inscrits en première page dans le programme du nouveau gouverneur du Tibesti. Je l'annonçais en titre, la direction de la sécurité publique a mis la main sur un prétendu commissaire de police. Ce faussaire s'appelle Yodeman Christopher. Il a été présenté à la presse ce matin. Grangacham, Irima. Geta Digara Christopher alias Yodeman Christopher, muni d'un téléphone de marque Talkie-Walkie, est un faux commissaire. Avec son matériel, il abuse de la vigilance de ses victimes, dont la coordinatrice de l'AFP-LFT, pour leur estorquer de maudiques sommes. Bon, il m'a dit qu'il est le commissaire Yodeman Christophe, commissaire de CA7. C'est ce qu'il a laissé sur le bout de papier. Et qu'il serait entré à la police en 1996. Et voilà, après le décès de son père, on l'a envoyé, enfin, ils sont partagés les biens. Donc l'héritage de leur père, lui, il a préféré aller étudier. Donc il est allé étudier la criminologie pendant 5 ans à Yaoundé. Et il est rentré. Et puis il a servi un peu partout dans le pays. Le contrôle au mois de janvier, qu'on l'a suspendu parce qu'on l'aurait accusé de gagner double salaire. Quand il était sorti, je me suis dit, mais un commissaire suspendu et encore en fonction au CA7 avec un Talkie-Walkie en main, alors est-ce que vraiment c'est un vrai commissaire? Alors j'ai eu la présence d'esprit d'appeler le colonel Issa de la PJ de CA7. J'ai dit oui, moi j'ai reçu la visite de quelqu'un comme ça et qui me dit qu'il est commissaire de CA7. Est-ce que c'est vraiment un commissaire de CA7? Et il m'a dit non, il n'y a pas un commissaire du nom Yodeman Christophe. Le directeur de la sécurité publique confirme les faits qui sont reprochés au prétendu commissaire Yodeman Christopher. Nous avons ouvert donc la traque aux faux policiers. Et hier, nous vous avons présenté un lieutenant de la police qui n'est pas en fait un policier. Et là, aujourd'hui encore, on vous présente un faux commissaire. Il existe ce genre de personnes dans la société. Et nous demandons à la population de les dénoncer. Selon le directeur de la sécurité publique, Geta Digara Christopher, alias Yodeman Christopher, sera traduit en justice pour répondre de ses forfaits devant les juridictions compétentes. La semaine nationale de l'arbre se poursuit dans nos différentes régions. Genpi Golmadingar Alice nous fait la mouture de la plantation d'arbres dans les villes de Mongo et Bitkin dans le Guéra. Regardez. À Mongo, chef-lieu de la région du Guéra, le coup d'envoi de la Semaine nationale de l'arbre a été donné par le gouverneur de la région Béasmda Lucie. C'était en présence du délégué régional de l'environnement et des ressources halieutiques Ali Mustafa Mahamat, des autorités militaires, les responsables politiques, administratifs, ainsi que les chefs traditionnels et religieux.
Pour le gouverneur de la région du Guéra, Béasumda Lucie, cette cérémonie marquant la commémoration de la semaine de l'arbre revêt une importance capitale, car la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement n'est pas seulement l'affaire de l'État à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, mais elle est l'affaire de tous. Elle a par ailleurs exhorté les autorités des forces de l'ordre de veiller personnellement sur ces plans. À Bitkine, c'est le secrétaire général du département d'Abdou Hassan Dibrin Hassan qui a présidé la cérémonie en présence des autorités locales et les responsables religieuses. Selon le maire de la ville de Bitkine, Nassour Deribé, planter un arbre, c'est ramener la verdure à la nature et d'œuvrer contre la désertification. Nassour Deribé demande à la population de planter massivement les arbres et les entretenir. Les hommes en treillis se mobilisent eux aussi pour faire face à l'avancée du désert. Ce matin, les gendarmes se sont rendus sur le nouveau site de la Direction nationale de la gendarmerie pour mettre en terre plusieurs jeunes plants. Gelpi Golmatingar Alice. Dans le souci de lutter contre l'avancée du désert, les éléments de la gendarmerie nationale ont mis en terre quelques 500 plants sur le site de Klessoum situé à 13 km de la ville. Le directeur général adjoint de la gendarmerie, Tayer Erda Tairo, a saisi cette opportunité pour expliquer l'engagement de son institution pour la préservation de l'environnement. Ici, nous avons planté 500 arbres. Et puis, l'autre côté, encore, nous avons une direction des écoles de la gendarmerie à Boudiloum. Ça aussi, nous avons 500 arbres pour demain ou après-demain. C'est pour ça qu'on a fait demande le ministre de l'Environnement, on a mis à la décision 1000 arbres. Après avoir mis en terre des plans, le directeur général adjoint de la gendarmerie nationale et les éléments de la gendarmerie ont visité le chantier de construction des futurs locaux de la gendarmerie. À Ati, dans la région du Bata, le gouverneur Loum Inaï Soulaïna vient de lancer la semaine nationale de l'arbre. Les autorités administratives, civiles et militaires et la population sont sortis massivement pour la circonstance. Mohamed Abakar Seydouna. C'est dans ce site du village d'Yéhéné, à 15 km de la ville d'Ati, que 1000 plants sont prévus pour leur mise en terre. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région du Bata, Loum Inaï Soulaïna, sur une superficie de 4 hectares. Pour la réussite et la survie de ces plans, le projet national de sécurité alimentaire et l'association Vision et Initiative pour le développement se donnent l'engagement de la clôture du site, de l'entretien des plants et de leur alimentation en eau. Saisissant l'occasion, le chef de l'antenne du PNSA d'Ati, Khatsalani Ahmad Khalid, salue l'initiative prise entre son institution et l'association Vie. Quant au responsable de la dite association, Mohamed Abagana, son organisation mène aux côtés de hautes autorités du pays une lutte sans merci contre la désertification et la dégradation des ressources naturelles. Pour le délégué régional de l'environnement, Matalama Deye Dogo, la région de Batha est l'une des régions la plus menacée par le désert. Seule la plantation des arbres pourrait freiner cette avancée. Le gouverneur de la région, Loum Hinansou Leina, a pour sa part indiqué que le choix de ce site n'est pas fortuit, car le village d'Yéhéné constitue la porte d'entrée du désert. Il appelle les différentes couches à s'allier derrière la politique du gouvernement pour la lutte contre la désertification, exprimée ici dans le thème retenu pour la semaine de l'arbre édition 2013, l'arbre pour la sécurité alimentaire et la nutrition. La mairie de Biljine a procédé à l'incinération des produits dont la date de consommation est expirée. L'incinération de ces produits périmés ont eu lieu en présence des autorités militaires et administratives. Ces produits dont la date de péremption est dépassée ont été déclarés par les commerçants eux-mêmes, ce qui réjouit les autorités communales qui exhortent les autres commerçants à suivre ce bel exemple. Hier, vous avez suivi dans nos différentes éditions le lancement officiel des activités de pèlerinage, édition 2013. À cette occasion, le président du comité d'organisation, Al-Sharif Ousmane Hissène Brouma, a échangé avec les partenaires qui sont les agences de voyage, Orabank et la société Computer Golf pour la réussite de ce voyage au lieu saint de l'islam. Noubadoumbaï Taloumadi.
Bientôt le pèlerinage, le comité permanent chargé d'organiser le transport de pèlerins, dirigé par Al-Sharif Ousmane Hissène Bourma, s'active pour permettre aux fidèles musulmans de se rendre aux lieux saints de l'islam, Hajj et Umrah. Pour cette édition 2013, le président du comité d'organisation Al-Sharif Ousmane Hissène Bourma intensifie les préparatifs, les initiatives ou encore les innovations en vue de faciliter la tâche aux futurs pèlerins d'accomplir leurs devoirs religieux. Pour traduire cette volonté dans les faits, Al-Sharif Ousmane Hissène Bourma a échangé avec les partenaires du comité qui sont les agences de transport, Oraka Bank et la société Computer Golf. Cette rencontre a eu lieu en présence du consul général d'Arabie Saoudite au Tchad. Fadr Yahya Djabir rassure les fidèles musulmans tchadiens que toutes les dispositions sont prises par les autorités saoudiennes pour l'accueil des futurs pèlerins aux lieux saints de l'islam. Les deux partenaires de taille, Oraka Bank et Computer Golf, ont répondu présents à l'appel du comité du Hajj. Le directeur général adjoint d'Oraka Bank, Adam Tom, précise que son institution a déjà réuni les conditions pour l'enregistrement et l'accueil des futurs pèlerins. Les mêmes dispositions ont été prises par le directeur général de la société Computer Golf, Mohamed Zen Ibrahim. A noter que c'est par une visite guidée par le président du comité d'organisation de Hajj et de Umrah que les différents membres et partenaires ont mis un terme à cette rencontre d'échange. Retour au Bercail de Sao, version tir à l'arc. Hier soir, les représentants du Tchad étaient à Niamey au Niger, où ils ont pris part à la compétition internationale de tir à l'arc zone CEMAC et CEDEAO. Les Sao sont rentrés avec 3 médailles en or et 1 en argent. C'est le chef du département de la jeunesse et des sports qui les a accueillis à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Cory Lombor. De retour du Niger, la fibre nationale a vibré à l'aéroport Hassan Diamous Noir de Monde. Accolade, tape dans le dos, athlètes et dirigeants étaient aux anges. À Niamey, les Sao n'ont pas forcé leur talent pour battre à plate couture les nations rompues au tir à l'arc, telles que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et le Cameroun. Devant ces grandes nations du sport, les poulains de Doudé au Sega n'ont pas du tout tremblé. Les Sao du Tchad ont mangé du lion. Sur les distances de 50 et 70 mètres mises à l'épreuve, les 3 athlètes tchadiens ont décoché 4 médailles, dont 3 en or et 1 en argent. On était au-dessus, ce qui explique que même on part où, on doit s'imposer pour être aussi au-dessus. Avec ce léger dispositif, au résultat des courses, les enfants de Toumaï ont honoré dignement leur pays. 3 fois, l'hymne national a retenti. Les Sao du Tchad ont inscrit en lettres d'or le nom du Tchad sur les tablettes du sport africain. Nous avons essayé avec 3 athlètes, mais vraiment c'était formidable. Et dès notre arrivée à l'entraînement même, nos athlètes ont commencé déjà à faire peur aux autres délégations. Les Tchadiens ont gagné les 2 premières places, l'or et l'argent. Un Béninois qui est venu en 3e. Dans leur grande forme, les athlètes ont su capter la confiance du peuple tchadien. Malgré le faible chiffre de participation, la moisson fut la plus excellente avec 4 médailles d'or et 1 médaille en argent. On n'en demande pas mieux pour 3 personnes qui partent. Ils reviennent avec pratiquement 5 médailles. Donc c'est la fierté du peuple tchadien. Désormais, les sportifs tchadiens à l'ère de la Renaissance résistent à tous les chants de sirènes. Hors de nos frontières, l'actualité africaine reste dominée par la prestation de serment du nouvel homme fort du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ce matin à Bamako. Précision, Gervais Nietzsche. Suprême. C'est à la télévision nationale que les 15 millions de Maliens ont suivi en direct ce grand moment de l'histoire de leur pays. Devant la Cour suprême, réunie pour la circonstance au Centre international de conférence de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Après avoir reçu les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta devient officiellement le président de la République. Dans son discours d'investiture, Ibeka exprime son indignation à la suite des inondations qui ont fait il y a quelques jours à Bamako une 30aine de morts.
l'occasion d'annoncer sa première grande décision. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi en République du Mali. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu symboliquement des mains du président de la transition John Kounda Traoré les clés du palais de Koulouba, le palais dont il devient le locataire pour les 5 années à venir. Au Sénégal, la nomination de Maître Sidiki Kaba comme ministre de la Justice fait de la polémique dans le pays. Suivez plutôt le commentaire de Nathalie Sarfati. Parmi les nouveautés du gouvernement sénégalais, la nomination au ministère de la Justice de Sidiki Kaba. Ce n'est pas un illustre inconnu, cet avocat de 63 ans est un fervent défenseur des droits de l'homme mondialement respecté. C'est le premier Africain nommé à la tête de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, dont il est encore le président d'honneur. Pourtant, sa nomination à la justice fait débat. Sidiki Kaba est mêlé au dossier Hissène Habré. Il est l'avocat des victimes de l'ancien président tchadien et il se bat pour le voir condamné pour crime de guerre. De quoi indisposer certains avocats, notamment les défenseurs d'Hissène Habré, qui demandent purement et simplement sa démission pour conflit d'intérêts. Ouais, je le dis à mon excellent confrère, brillant avocat, grand défenseur des droits de l'homme, de remettre sa démission en attendant la fin de ces procédures pour revenir. Ou bien demander au président de la République de lui donner un autre département ministériel. Il est très compétent, mais il ne peut pas être jugé parti. Pour d'autres, il n'y a aucun doute sur la neutralité de Sidiki Kaba. Au contraire, avec lui, le procès Habré pourra se dérouler en toute équité. Et je ne vois pas pourquoi au Sénégal, nous n'allons pas continuer à œuvrer pour qu'il y ait un procès équitable. Au contraire, la nomination de Sidiki au ministère de la Justice va beaucoup aider à garantir à Habré un procès équitable. Sidiki Kaba est également attendu sur l'affaire des biens mal acquis, un dossier qu'il devra gérer comme ministre de la Justice. Ses détracteurs pointent du doigt le fait qu'il a défendu comme avocat un homme d'affaires mis en cause pour enrichissement illicite. À peine nommé, le nouveau ministre crée déjà la polémique. Il devra faire preuve de vigilance et montrer qu'il reste un homme de conviction qui veillera à ce que justice soit rendue en toute impartialité. L'Afrique en bref, au pas de course, nous conduit ce soir au Soudan, en Égypte et au Zimbabwe. Le commentaire est signé Martin Matezo de l'AITV. La brève visite effectuée mardi à Khartoum par le président sud-soudanais Salva Kiir a porté ses fruits. Il a obtenu de son homologue soudanais Omar el-Béchir la promesse de ne pas fermer ses oléoducs au pétrole sud-soudanais. Khartoum avait menacé d'interrompre à partir de vendredi le transport du brut sud-soudanais, en représailles au soutien supposé qu'apporterait Djouba aux rebelles opérant en territoire soudanais. La tension reste vive dans le nord du Sinaï. L'aviation égyptienne a mené mardi plusieurs raids contre des islamistes retranchés dans plusieurs villages frontaliers avec Israël et la bande de Gaza. Au moins 8 combattants islamistes ont été tués, 15 autres ont été blessés, selon des sources sécuritaires égyptiennes. L'armée a récemment déployé des forces supplémentaires dans cette région pour lutter contre des groupes radicaux qui ont multiplié des attaques depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Les députés récemment élus de l'Assemblée nationale du Zimbabwe ont prêté serment mardi à Harare. Le nouveau Parlement inaugurera officiellement ses travaux le 17 septembre prochain. La ZANU-PF du président Robert Mugabe y dispose de la majorité des 2/3, avec 197 députés contre 72 pour l'opposition. Le nouveau gouvernement devrait être reconnu la semaine prochaine. Voici à présent la lecture des décrets. Décret numéro 824 portant nomination d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à un poste de responsabilité au commandement de la force mixte Tchad-Soudan. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Le colonel Saleh Chidi Alanga des forces armées et de sécurité est nommé
commandant du groupement opérationnel de la force mixte Tchad-Soudan, en remplacement du colonel Sidik Siboro Dinga, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 4 septembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 825 portant nomination d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à un poste de responsabilité à la zone de défense. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Le lieutenant-colonel Didi Amat Galmaï des forces armées et de sécurité est nommé chef d'état-major de la zone de défense numéro 4, poste vacant. N'Djamena, le 4 septembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 830 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Cameroun. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Hissène est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Cameroun avec résidence à Yaoundé. Article 2. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570/PR/PM/MAEIA 2012 du 23 avril 2012 définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels diplomatiques, consulaires et de chancellerie à l'étranger. N'Djamena, le 4 septembre 2013, Idriss Déby Itno. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.